L'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Tout le monde connaît le nom, bien sûr, mais sait-on vraiment comment ça marche? D'où ça vient? Et surtout, à quoi ça sert encore aujourd'hui? C'est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble. Pour commencer, je trouve que cette phrase est parfaite. Elle est d'un ancien secrétaire général de l'ONU et elle résume tout. L'idée, ce n'est pas de dire que l'ONU est une organisation parfaite, loin de là, mais qu'elle a peut-être servi de garde-fou, de rempart contre le pire du pire. Alors, pour bien comprendre l'ONU, il faut absolument revenir en arrière, à sa naissance. Parce que ce n'est pas une idée qui est née tranquillement, dans le calme, c'est une nécessité qui a été forgée dans la guerre et la destruction. Cette chronologie, elle est vraiment parlante. On voit bien qu'il y a eu une première tentative, la Société des Nations, juste après la Première Guerre mondiale. Mais ça a été un échec. Elle n'a pas pu empêcher la montée des tensions et la catastrophe qui a suivi. Et c'est justement des cendres de cette catastrophe, la Seconde Guerre mondiale, qu'est né un nouvel espoir. L'ONU, le 24 octobre 1945. Il faut imaginer la scène. San Francisco. 51 pays qui se rassemblent. Ce n'est pas juste un traité de plus qu'on signe. C'est une promesse. Une promesse collective que les horreurs qu'on venait de vivre ne devaient plus jamais, jamais se reproduire. Bon, la promesse est faite, mais concrètement, elle reposait sur quoi? Quelle était cette grande mission que l'ONU s'est donnée? En fait, tout est là, dans ces 4 piliers. Le premier, le plus crucial évidemment, c'est maintenir la paix. Le deuxième, qui va avec, c'est de défendre les droits humains, partout. Troisièmement, il faut s'entraider, coopérer sur les plans économiques, social, et enfin, le 4e pilier, c'est d'avoir un endroit où tout le monde peut venir parler. Un forum pour dialoguer, même et surtout quand on n'est pas d'accord. Mais voilà le cœur du problème, ou en tout cas, de la complexité. Dès sa création, l'ONU a été construite avec un mécanisme qui est à la fois une force et une immense faiblesse. Le pouvoir est concentré dans les mains d'un tout petit groupe de pays. Et ça nous amène à la grande question, celle que tout le monde se pose. Mais pourquoi ce fameux droit de veto? Comment une organisation qui prône l'égalité peut-elle donner à 5 pays seulement le pouvoir de tout bloquer? En fait, pour comprendre, il faut voir ça comme un compromis très pragmatique. L'idéal, sur le papier, c'était la sécurité pour tout le monde sur un pied d'égalité. Mais dans la réalité de 1945, il fallait à tout prix que les grandes puissances, les vainqueurs de la guerre, acceptent de jouer le jeu. Le droit de veto, c'était leur garantie, la certitude qu'aucune décision ne pourrait être prise contre leurs intérêts les plus importants. C'était une sorte de soupape de sécurité pour éviter que les grands ne se déclarent la guerre entre eux. Et les voilà, les détenteurs de ce pouvoir exorbitant. Les 5 membres permanents du Conseil de sécurité. En fait, cette liste, c'est une photographie du monde de 1945. Et on comprend bien pourquoi aujourd'hui, elle est au cœur de tous les débats sur la nécessaire réforme de l'ONU. Alors forcément, avec une structure pareille, le bilan de l'ONU est contrasté, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a eu des succès vraiment éclatants, mais aussi des échecs absolument terribles. Côté réussite, il y en a, et pas des moindres. La Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est quand même un texte fondateur pour notre époque. Et puis, il y a toutes ces agences, l'UNICEF, l'Organisation mondiale de la santé. Elles font un travail vital sur le terrain, tous les jours. L'ONU a aussi joué un rôle absolument clé dans la décolonisation. Ce chiffre, il est énorme. Plus de 80. C'est le nombre d'anciennes colonies qui ont pu accéder à l'indépendance et rejoindre la communauté des nations. Ça a complètement redessiné la carte du monde. D'ailleurs, de 51 pays au départ, on est passé à 193 membres aujourd'hui. Mais il y a le revers de la médaille. Et il est très très sombre. Surtout quand on s'intéresse à la mission numéro 1, maintenir la paix. Le génocide au Rwanda, le massacre de Srebrenica. Ce sont des cicatrices profondes, des moments où le monde a regardé ailleurs, où l'ONU a été incapable d'agir, souvent à cause de cette paralysie liée au veto ou à cause de sa propre lourdeur administrative. Environ 800 000. C'est un chiffre qu'on a du mal à se représenter. C'est le nombre de victimes du génocide des Tutsis au Rwanda en à peine 100 jours. Un chiffre terrible qui symbolise cet échec de la communauté internationale à protéger les populations, alors même que des alertes avaient été lancées sur le terrain. Et ces problèmes structurels, ces failles qui datent de 1945, elles ont des conséquences directes aujourd'hui. Elles expliquent, en grande partie, pourquoi l'ONU semble si souvent impuissante face aux grandes crises de notre temps. Ce tableau, il résume parfaitement le blocage. Prenons Gaza. Pour qu'une force de l'ONU puisse être déployée, il faut le consentement d'Israël. S'il n'y a pas ce consentement, rien ne peut bouger. Prenons l'Ukraine. Là, c'est encore plus flagrant. La Russie, qui est membre permanent et qui a donc le droit de veto, est aussi l'une des parties au conflit. Elle est juge et partie. Le système est donc complètement paralysé.
Et on boucle la boucle, on en revient à cette citation du début. Elle résonne peut-être encore plus fort aujourd'hui. Face à ces blocages, à ces échecs, l'ONU peut sembler dépassée, frustrante. Mais la question qu'on doit se poser, c'est sans elle, sans cet espace de dialogue même imparfait, sans ces agences humanitaires sur le terrain, est-ce que le monde irait mieux? Ou est-ce qu'il serait encore plus chaotique, encore plus proche de l'enfer? La question reste ouverte.